Les Français ne dorment pas assez, 1h30 de sommeil en moins depuis un demi-siècle. Les scientifiques s'alarment, Bouge la France en parle au programme également. Le livre qui dérange, celui du Parti Socialiste sur les libertés publiques. La France devient-elle un pays liberticide? Réponse dans Bouge la France, une France qui s'arrêtera demain. Un mouvement social crucial. En pleine crise, les syndicats mobilisent, le gouvernement tend le dos. Pierre Sled, Jean-Louis Gombault, c'est Bouge la France. C'est Bouge la France et c'est tous les soirs à partir de 22h du lundi au jeudi. On dit bonjour, bonsoir à Jean-Louis Gombault. Effectivement, demain, Jean-Louis, deuxième journée nationale d'action pour 2009. Et les syndicats espèrent une participation, d'ailleurs tout le monde l'annonce, une journée plus suivie même que la première, et qui est suivie d'ailleurs par les Français, puisque si l'on en croit un sondage IFOP Paris Match, 78% des Français soutiennent ce mouvement, ce n'est pas rien. Alors que recherchent les syndicats? Sur quoi cette journée peut-elle déboucher? Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis la dernière fois en fait? Il y a de nouveau d'abord, c'est qu'on n'a jamais vu un sondage avec un mouvement social aussi populaire. Depuis l'histoire des sondages, ces 78% n'ont jamais été atteints. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le 28 janvier? D'abord, le 28 janvier était un succès, c'est un premier point. Deuxièmement, depuis le 28 janvier, il y a eu un approfondissement des difficultés de l'économie française incontestablement. Et on peut même dire que jusqu'à présent, lorsque l'on parlait de crise, c'était plutôt des mots, des argumentations, des spécialistes, des journalistes. Et là maintenant, la crise, elle a un visage. Elle a un visage à travers des plans sociaux qui se sont succédés depuis le mois de janvier dernier. Aujourd'hui encore, on parle chez Goodyear, mais il y a aussi Continental. Il y a aussi l'agrégation dans les luttes sociales des chercheurs, des hôpitaux. Tout ça est venu s'agglutiner depuis ces dernières semaines. Disons qu'il y a une montée de la tension sociale, en plus du mécontentement qui est le même. Et puis il y a quand même un troisième aspect, c'est que demain, il y aura du soleil. Et donc, quelque part, ça va faciliter... Ça joue, qui n'existait pas et qui n'était pas garanti au mois de janvier dernier. Alors, Nicolas Sarkozy vient de repousser l'idée de supprimer ce bouclier fiscal. Néanmoins, il sera probablement obligé, si cette journée est un succès, comme tous les gouvernements, comme tous les présidents de la République, de donner un signe de réponse à un succès. Quel pourrait être ce signe? Alors, je pense que... il y a deux analyses. Vous pouvez dire, bon, soit on va plonger sur le plan de la conjoncture en matière économique. Et là, tout va véritablement se déglinguer et devenir de plus en plus difficile. Puis vous avez une deuxième analyse qui vous dit, attendez, en 2010... Fin 2009, 2010, on a un début de reprise. Et donc, d'une certaine façon, je pense que dans la réflexion de M. Sarkozy, en tout cas, Mme Lagarde, ce soir, nous a dit 1,1% de croissance en 2010, moins 1,5% en 2009. Donc, début de reprise fin 2009. Ça veut dire qu'il va y avoir une possibilité pour le gouvernement de se rattraper grâce à un mouvement de reprise. C'est un calcul. On peut dire que les syndicats vont défiler et puis lui, quelque part, il va jouer la montre et il se dit... pourquoi je vais gonfler encore un peu plus mes déficits qui sont déjà d'ordre absolument considérable? On en est à 120 milliards d'euros pour 2009 si on ajoute l'État et la sécurité sociale. En rajouter encore un peu plus, ça ne résoudra rien par rapport à l'angoisse sociale. Je ne pourrai jamais dépenser autant proportionnellement à cette angoisse sociale qui s'exprime. Je parie sur le mouvement de reprise. C'est la carte qu'il peut jouer. Les syndicats de leur côté, ils jouent la popularité, soit les fameux 78%, la profondeur du mécontentement, et eux, ils ont une difficulté, c'est qu'on est quand même dans... On agglutine les mécontentements. Quel rapport y a-t-il entre les salaires des hauts patrons, les problèmes des plans sociaux, et tout ça est un petit peu dispersé. Donc ça ne va pas faciliter le succès, en tout cas le débouché pour cette journée. Pourquoi la France est-elle le pays qui manifeste plus sa colère, en Europe en tout cas, alors qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus touchés que nous? Je pense à l'Espagne par exemple, qui a un taux de chômage qui est quasiment le double du nôtre. Il y a des problèmes immobiliers en Angleterre aussi, en Allemagne, en Italie, et là pour l'instant c'est relativement calme. Et la situation dans ces pays dont vous parlez, surtout l'Espagne et le Royaume-Uni, se dégrade beaucoup plus vite que la France. On peut dire que le taux de chômage au Royaume-Uni, il a pratiquement doublé. Alors il est encore inférieur à ce qui est actuellement en France, mais 6,5 je crois. Pour ces gens-là, on arrive à un doublement du taux de chômage, c'est absolument considérable. Je pense qu'il y a plusieurs aspects, sans doute un aspect politique quand même, parce que ce soit en Espagne, que ce soit au Royaume-Uni, les socialistes sont
sont au gouvernement. Et en Allemagne, ils font partie de la coalition gouvernementale. Ça ne doit pas faciliter le travail syndical par rapport aux difficultés. Et puis, par ailleurs, on a peut-être oublié le fait suivant, c'est qu'en France, il y a quand même une tradition qui est assez ancrée. Elle a été mise entre parenthèses ces dernières années où on avait un peu de croissance, un peu de progrès social. Et cette tradition, disons, de révolte, de contestation, qu'on avait oubliée, elle revient à la surface au moment où la crise arrive. Cela dit, ne sous-estimez pas ce qui se passe ailleurs. La différence entre la France et les autres pays européens, en Allemagne, par exemple, il y a des forts mouvements sociaux, mais la différence, c'est qu'ils sont dispersés. Les gens manifestent et se manifestent par branche de production. Ce mouvement global, effectivement, c'est quelque chose de très particulier à la France. Et on observera demain en particulier le comportement et le suivi du mouvement dans le privé. Donc, oui. Merci beaucoup. On va parler d'un livre maintenant, La France en liberté surveillée. Est-ce que la République est en danger ? Un livre noir, celui édité par le Parti socialiste sur les libertés publiques, des libertés menacées, selon le parti de Martine Aubry. Débat autour de Pierre Sled qui reçoit Marie-Pierre de la Gontrie. Elle est secrétaire nationale du Parti socialiste chargée des libertés publiques et de la justice, et le porte-parole adjoint de l'UMP, Dominique Payet. Bonsoir à tous les deux. La France en liberté surveillée, la République en danger, c'est le livre dont on va parler. Il a été écrit avec 9 secrétaires nationaux du PS, coordonné par vous-même, Marie-Pierre de la Gontrie. Le Printemps des libertés, c'est une opération qui aura lieu dimanche au Zénith, comme de par hasard. Ça vous laisse de bons souvenirs. C'est là où Ségolène Royal avait lancé son débat sur la fraternité. On a fait beaucoup de rassemblements au Zénith. Moi, j'ai le souvenir de l'après-campagne présidentielle pour choisir notre candidat. J'ai le souvenir de campagne et de meeting avec Jospin. C'est un lieu auquel on est attaché. Alors vous avez entendu Jean-Louis Gombault. C'est vrai que là, dans l'actualité, on est tous déjà tournés vers la journée de demain. Est-ce qu'en ce moment, vous pensez que, même s'il faut toujours défendre les libertés, est-ce qu'en ce moment, vous pensez que c'est la préoccupation première des Français? Est-ce qu'eux, ils ne sont pas plus préoccupés par la crise, par ce qui peut leur arriver au niveau social? Je crois que de toute façon, il n'est pas question de choisir ou d'hiérarchiser les sujets. Évidemment, la crise sociale, la crise économique est un sujet majeur. Et la journée de demain sera la démonstration de l'inquiétude des Français. Mais la question des libertés, c'est une question qui traverse toujours les citoyens français. On a cette culture-là et l'engagement politique, notamment à gauche. Donc je crois que c'est un sujet très important. Et d'ailleurs, les différentes mobilisations qui sont nées depuis des mois, au-delà du Parti socialiste, le mouvement autour de RESF, le mouvement Non à Edwige, montrent que les citoyens, en dehors de tout engagement partisan, sont très préoccupés par ces questions. Dominique Payet, vous avez lu ce livre du PS. Il dénonce beaucoup de choses qui ne vont pas. Nos libertés sont menacées, selon vous, à ce point? Écoutez, non, je crois que le PS est en mal de pouvoir intéresser l'opinion et évidemment, tous les sujets sont bons pour tenter de retenir l'attention de nos concitoyens. Aujourd'hui, à quoi assistons-nous? Nous assistons à un renforcement des libertés dans ce pays. Pourquoi? La démocratie, c'est le partage du pouvoir, un partage équitable entre la majorité et l'opposition, l'opposition devant être un contre-pouvoir pour éviter que la majorité ne commette un certain nombre d'excès. Nicolas Sarkozy, qui l'a bien compris, est le premier des présidents de la République à le mettre sérieusement en œuvre, à travers notamment la réforme constitutionnelle qui a été votée l'été dernier à Versailles. Cette réforme constitutionnelle offre à l'opposition des temps de parole, notamment pour les questions à l'Assemblée et au Sénat, identiques à ce dont dispose la majorité. Elle donne au Parlement la maîtrise de la moitié de l'ordre du jour. Elle permet également pour les nominations les plus importantes qu'il ne soit pas uniquement qu'elle ne soit pas uniquement le fait du prince, mais que ce soit le Parlement qui donne... D'accord. Alors ça, c'est la réforme constitutionnelle. Est-ce que Dominique Payet est en train de citer le contre-exemple? C'est fondamental, Pierre Sled. C'est fondamental. Parce que dans une démocratie, excusez-moi, Madame de la Gontrie, mais dans une démocratie, c'est le fonctionnement des institutions qui est le garant des libertés.
Alors écoutez, moi j'entends Dominique Paillet dire ce que les rares responsables de la droite ont trouvé à dire depuis quelques jours que ce livre est paru. Le Parlement, c'est une plaisanterie. On a vu, et on l'a vu parce que le combat des parlementaires de l'opposition l'a montré, il y a un sérieux problème de respect de l'opposition avec la restriction du droit d'amendement. Mais simplement, dans la vie des gens, lorsqu'on sait que 1% des Français ont été placés en garde à vue l'année dernière, lorsqu'on voit, on regarde ça à la télé, on voit que des collégiens qui viennent en bus scolaire dans le Gers, qui est un des départements les moins délinquants de France, ils descendent de leur bus scolaire, ils sont accueillis par des chiens et par des policiers qui soi-disant cherchent de la drogue. Lorsqu'on voit qu'on a un sans-papier qui est pourchassé dans un centre Emmaüs et qu'il y a une perquisition du centre Emmaüs, on voit qu'il y a une constellation de là, choses. Vous citez effectivement des cas qui se oui, sont produits, des cas, de choses précises qui se sont produits, mais inquiètent. qui sont relativement ponctuels. Est-ce que là, par contre, dans votre livre, en revanche, vous parlez de la suppression du juge d'instruction. Ça, on peut en discuter. D'ailleurs, je vous y invite. Là, effectivement, la suppression du juge d'instruction, c'est un changement. Est-ce que c'est une suppression de liberté pour autant? Là, c'est un thème de base. Après, si on commence à dire tel exemple ou tel exemple, c'est plus difficile à. Il y a malheureusement, Madame de la Gontrie, c'est une politique générale, une constellation d'exemples. Des faits divers regrettables. Ce ne sont pas des faits divers. Sous des gouvernements de gauche. Ce ne sont pas des faits divers, Monsieur Paillet. Lorsque des policiers interpellent des enfants, ce ne sont pas des faits divers, c'est une politique. Je vous trouverai des exemples identiques, notamment sous le gouvernement de Lionel Jospin. Ça n'est pas si vieux. Mais ce que je voulais simplement dire à Pierre Sled en réponse à cette question sur la suppression du juge d'instruction, c'est que depuis des années et des années, on explique que le juge d'instruction, seul à mener l'enquête, et notamment l'enquête judiciaire, ça n'est pas un garant de la liberté. Pourquoi? Parce que nous avons eu tout un tas de situations qui ont prouvé qu'il pouvait y avoir malheureusement des instructions uniquement menées à charge, jamais à décharge. Et comme l'erreur est humaine, je crois qu'il faut veiller à ce que des hommes seuls ou des femmes seules ne soient pas au centre du système. Par conséquent, nous avons mis sur la table une proposition de réforme qui est en débat, qui, respectant les droits du Parlement, peut être amendée et qui devrait, notamment à travers la collégialité, apporter beaucoup plus de garanties sur le sérieux et l'intégrité des enquêtes judiciaires à nos concitoyens. Aujourd'hui, la situation n'est évidemment pas acceptable. J'ai déjà entendu Dominique Paillet expliquer cela. Simplement, une référence simple qui parlera bien aux téléspectateurs. Il y a eu l'affaire Outreau. Tout le monde a suivi, tout le monde s'est fait une idée de ce que cette affaire. Qui est un petit peu à l'origine d'ailleurs de cette suppression du juge d'instruction. Sauf que il y a une commission parlementaire qui a été très médiatisée puisque ces débats étaient retransmis. La commission parlementaire était composée, bien évidemment, dirigée par quelqu'un de la majorité et rapportée par quelqu'un de l'opposition. Composition incontestable. Quelle a été la conclusion de la commission Outreau, Monsieur Paillet? Le maintien du juge d'instruction et la nécessité de la collégialité au point que la réforme a été votée et qu'elle n'est même pas encore mise en œuvre. Oui. Alors qu'on vienne nous dire aujourd'hui, que cela va être plus protecteur de faire que l'ensemble des enquêtes soient confiées exclusivement au parquet, qui est sous l'autorité hiérarchique du ministre de la Justice, c'est une plaisanterie. Alors, je ne voudrais pas qu'on fasse tout sur le juge d'instruction parce que c'est un des exemples. Non, mais c'est un exemple. Ce qui est important, si vous voulez, c'est que nous avons eu de la part du Parti socialiste les mêmes cris d'orfraie quand nous avons mis en place la procédure du plaidé coupable. On nous a dit c'est de l'instauration d'une justice tous les syndicats de magistrats et d'avocats disent c'est une catastrophe. Il s'avère que ça. Je suis aussi avocat, Madame de la Gontrie. Moi aussi, ça tombe bien. Et tout le monde a dit c'est une catastrophe. Nous allons avoir une justice à l'américaine. Ce seront les plus riches qui pourront s'en sortir parce qu'ils se paieront les meilleurs avocats, donc les meilleurs plaideurs devant le juge. En fait, pas du tout. C'est une procédure qui fonctionne. C'est une procédure qui fonctionne. C'est une procédure qui fonctionne. Dont aujourd'hui nous aurions beaucoup de mal à supprimer, que nous aurions beaucoup de mal à supprimer du paysage pénal et auquel un grand nombre de nos concitoyens demandent même pas le sujet d'aujourd'hui. À être confrontés. Je voulais qu'on change de sujet. Je prends un autre exemple qui est, vous parlez de rafle des sans-papiers. Est-ce que le mot rafle, il n'est pas fort pour Écoutez, ce qui se passe vraiment? Nous avons voulu, de manière, cet ouvrage est extrêmement rigoureux et d'ailleurs je pense que c'est pour ça que la droite n'arrive pas à trouver le moyen de le contester. C'est une accumulation de faits, c'est sourcé de manière très précise. Et rafle, on a mis la définition du dictionnaire. Ce sont des
mesures d'arrestation massive opérées par la police. Oui, mais vous savez, en France, la connotation historique que porte le mot rafle. Je suis élu du 13e arrondissement. J'ai vu ce qui s'est passé lorsqu'il y a des opérations policières qui sont organisées autour de lieux de distribution de repas pour les personnes qui n'ont pas la capacité de se nourrir. Et des policiers qui viennent justement à ce moment-là et qui viennent pour interpeller toutes les personnes qui ont une apparence étrangère, les arrêtent et ensuite les renvoient devant un tribunal pour les renvoyer dans un pays étranger, éventuellement parce que parfois évidemment ils se trompent. Ce sont des Français ou des personnes en situation régulière. Et on l'a vu comme ça dans des tas d'endroits. On n'en parle pas toujours dans le journal, mais dans toute la France, ces opérations ont eu lieu. Non, je crois que la première des libertés, c'est le respect de la légalité. Dans un pays organisé comme le nôtre, nous devons respecter nos règles légales. C'est la garantie du maintien de nos libertés. C'est ça qui justifie qu'on arrête des gens qui n'ont pas le moyen de se nourrir à des distributions de repas. En l'occurrence, pour ce qui concerne les immigrés en situation irrégulière, les lois sont claires. Ce qu'ils encourent leur est connu et par conséquent, il y a nécessité de veiller. Tous les pauvres sont en situation irrégulière. Il y a nécessité à veiller. Il y a nécessité, Madame de la Gontrie, à veiller à ce que les filières qui abondent dans notre pays en immigrés irréguliers, eh bien, ne soient pas laissés sans volonté politique d'extinction. Je ne parle pas de cela, par conséquent, d'interpellation autour de distribution de repas. Pour parvenir, mais je réponds à votre question, pour parvenir à des résultats en ce domaine, il est nécessaire que la police puisse faire un certain nombre d'interpellations. Sur ces interpellations, donc vous êtes d'accord avec ces certaines sont positives, j'entends par là qu'il s'agit effectivement d'immigrés en situation irrégulière, d'autres ne le sont pas, et ceux qui ne sont pas concernés sont immédiatement remis en liberté. Mais est-ce que ce n'est pas, je ne veux pas dire choquant, mais dérangeant, je sais que ça l'est pour beaucoup de Français, de dire avant de commencer une année, il va falloir accompagner tant de personnes, de fixer un quota de nombre de personnes à raccompagner à la frontière, de dire arbitrairement, ce sera tant cette année. Il s'agit de chiffres indicatifs et il n'y a aucune sanction s'ils ne sont pas respectés. Par conséquent, encore une fois, je dénonce le terme de rafle, je dénonce tout autant le terme de quota. Il ne s'agit pas de quota, il s'agit d'objectifs qui sont des objectifs prévisionnels. S'ils ne sont pas tenus parce qu'ils ne correspondent pas à la réalité, personne n'en fera grief aux ministres concernés. Dire simplement qu'aujourd'hui, les parlementaires socialistes ont décidé de déposer une proposition de loi qui vise à ce qu'on ne puisse plus poursuivre les personnes qui, dans leur ville, on a eu un cas récemment à Calais, peuvent aider en rechargeant leur portable, en leur donnant un peu à manger, des étrangers en situation irrégulière et supprimer le délit qui est un délit de solidarité. Et donc nous allons, et indépendamment, parce que je vais anticiper ce que va dire M. Payet, il ne s'agit pas des réseaux de passeurs. Dans le même domaine, vous êtes consciente du fait qu'il faut aussi démanteler toutes les filières. Bien sûr, mais absolument, il faut démanteler les filières. Je ne parle pas de cela. Je ne parle pas de cela. Je parle de personnes qui, dans un but absolument pas lucratif, et d'ailleurs je suggère à tous d'aller voir le film de Philippe Lioré, Welcome, qui montre très bien comment ces choses se passent et qui, par compassion, par fraternité, aident parfois de manière absolument désintéressée des gens dont ils ont pitié. Eh bien, ces personnes-là se retrouvent devant un tribunal. Les socialistes déposent aujourd'hui une proposition de loi. Monsieur Payet, j'espère que, comprenant que ce texte n'a pas vocation à exonérer les passeurs qui doivent être sanctionnés, les filières qui doivent être démantelées, j'espère que nous aurons l'unanimité à l'Assemblée sur ce texte. Écoutez, moi, ce que je peux vous dire en écho, je ne vais pas me prononcer sur ce que feront mes collègues ou anciens collègues de l'Assemblée nationale sur ce texte-là. Je note simplement que grâce notamment à la réforme constitutionnelle que vous avez décriée tout à l'heure, on offre la possibilité au Parti socialiste d'inscrire cette proposition de loi. Mais je ferme la parenthèse. Ce que je voudrais dire, moi, très simplement, c'est que il faut que vous fassiez très attention aux termes que vous employez. Le terme de rafle, comme l'a dit Pierre Sled, nous renvoie aux heures les plus sombres de notre histoire et ça n'est véritablement pas le terme approprié. Le terme de délation, comme je l'ai vu à propos notamment de ce que à propos de ce qu'Éric Besson a mis en place et qui est un très bon moyen de lutter contre les filières clandestines, était non seulement inapproprié, mais insultant pour tous ceux qui, républicains comme moi et comme vous, je l'espère, ont une certaine idée des valeurs qui animent notre démocratie. Par conséquent, je vous le dis, ce que nous critiquons, c'est de dire que la dénonciation est un devoir républicain. Vous pouvez avoir des idées différentes des nôtres, c'est évidemment le jeu normal de la démocratie. Pour autant, faites très attention au vocabulaire que vous employez, car il ne faut pas salir l'histoire. Parce que dire la dénonciation est un devoir républicain, c'est un vrai problème, effectivement.
Merci beaucoup à tous les deux. On va enchaîner maintenant avec la journée. Aujourd'hui, vous ne savez peut-être pas, c'était la journée du sommeil. Ah non, ça on ne le savait pas. Écoutez, mais j'espère que vos auditeurs ne vont pas Et la journée du s'endormir avec le sommeil débat suivant. a lieu en plein jour, alors qu'on préconise de dormir la nuit, bien entendu. Stress au travail, trop de télévision et de loisirs numériques. Les Français dorment mal et trop peu. Le monde médical tire aujourd'hui la sonnette d'alarme et c'est là tout l'objet de la 9e journée nationale sur le sommeil. Pierre Stel accueille sur le plateau de Bouge la France Marie-Françoise Leccherini de l'Institut national du sommeil et de la vigilance. Bonsoir madame. Bonsoir. C'est vrai que c'est un peu paradoxal de dire que c'est la journée du sommeil pour quelqu'un qui va préconiser de dormir la nuit comme tout le monde. Néanmoins, vous avez publié une étude qui montre que l'on passe plus d'un tiers du temps de sa vie à dormir. C'est pour ça que c'est une bonne raison de s'y intéresser. En 50 ans, donc, la durée de sommeil des Français a diminué d'1h30 par nuit. Est-ce que c'est le monde moderne qui évolue, qui est le responsable ? Sans doute en très grande partie. Ce qu'il faut bien noter, c'est que le besoin de sommeil des individus ne semble pas s'être modifié, mais ce qui se modifie, c'est le temps qu'on accorde au sommeil. Oui, alors les Français disent qu'ils voudraient bien dormir plus. Mais est-ce qu'il y a une bonne heure pour dormir? Est-ce qu'il vaut mieux dormir 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures ou 12 heures? Je ne sais pas, pour les plus chanceux. Oui, 12 heures, ça réduirait vraiment beaucoup notre temps de vie active. Mais si chacun a un besoin de sommeil qui lui est propre, parce qu'on connaît des familles de courts dormeurs, des familles de longs dormeurs, effectivement. Les anxieux, par exemple, dorment moins. Ils dorment plus mal, surtout. Oui, plus mal. On peut dire que le besoin de sommeil moyen dans la population est autour de 8 heures. C'est-à-dire que, voilà, c'est votre conseil, il faudrait essayer de se rapprocher le plus possible de 8 heures par nuit, toutes les nuits. Il faut essayer de se connaître d'abord. Et de connaître sa propre physiologie. Est-ce que c'est une moyenne, c'est-à-dire que, puisque vous connaissez les horaires de travail de la majorité des Français, on ne peut pas toujours dormir 8 heures. Est-ce que dormir 6 heures pendant la semaine et rattraper comme on le peut le week-end, c'est mieux que rien ou ça sert à rien du tout? Si, ça sert à quelque chose, ce n'est pas parfait. Ce n'est pas parfait parce que pendant la semaine, vous avez été en privation chronique, même modérée de sommeil. Et le week-end, vous faites un petit rebond, ce qu'on appelle un petit rebond de sommeil. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est moins même le temps de sommeil qui s'allonge. Certes, il le fait, mais c'est surtout la qualité du sommeil qui est parfois meilleure et plus profonde quand on a été privé de sommeil antérieurement. Est-ce que plus on dort, plus on dort? Est-ce qu'il y a un entraînement? Non. Où on a besoin de dormir? Non. Sauf dans certaines pathologies. Mais normalement, si on couvre son besoin de sommeil, on doit être très en forme dans la journée, de bonne humeur, performant au travail. Et à ce moment-là, on n'a pas besoin d'allonger son temps de sommeil. C'est pas bon non plus d'allonger son temps de sommeil. Faut pas trop dormir non plus. Non plus. Et inversement, quels sont les troubles visibles occasionnés par le manque de sommeil? Alors, si vous êtes en manque de sommeil, vous avez d'abord des troubles, je dirais, à court terme. C'est-à-dire que le lendemain, certaines personnes ne sont pas bien. Elles sont pas en forme, elles ont des troubles de la concentration, si elles doivent avoir à faire un travail un peu pointu, des troubles de l'humeur, elles s'intéressent pas trop aux autres. Et très souvent, il y a aussi une petite somnolence qui s'accuse en début d'après-midi. Et ceci est majoré si vous avez des tâches monotones, ce qui n'est pas votre cas, mais si vous travaillez devant un micro toute la journée, vous allez bien sûr... C'est lié quand même à la digestion, on a toujours un petit peu envie de dormir après un repas de midi. Alors, il y a un rythme de début d'après-midi qui fait que la propension à s'endormir est physiologiquement plus importante. Et cette propension est majorée si naturellement vous faites un repas très lourd et si vous buvez du vin, par exemple. Oui, alors l'étude recommande aussi de se lever et de se coucher tous les jours à la même heure. Autant que faire se peut. Oui. L'heure de Pourquoi? lever est quelque chose de très important parce que ça déstabilise autrement vos rythmes et notamment le rythme veille-sommeil. Oui, c'est ça. Si on se lève tous les jours à 8 heures, on sait qu'à midi 2, on aura faim et donc c'est le moment d'aller déjeuner. C'est une sorte de régularité des rythmes parce que notre sommeil a à faire aussi avec la régulation endocrinienne et hormonale. Deux choses, la grasse matinée et la sieste. Est-ce que c'est bien? Alors, la grasse matinée, pas trop et pas trop souvent. Non, parce qu'à la fin, ça s'appelle plus des grasses matinées, voilà. C'est le rythme. C'est ce que vous appelez le rebond au moment du week-end. Oui. Pas trop longtemps.
Et la sieste, bien, d'abord, il faut en sentir le besoin, et des siestes, pas à n'importe quelle heure, pas de n'importe quelle durée. Ce qu'on a justement constaté dans cette étude, c'est que les gens faisaient des siestes longues, ceux qui déclarent faire des siestes, ce qui est mauvais pour le sommeil de nuit. D'accord. Et tous les travaux qui ont été publiés sur la sieste recommandent des siestes tout à fait en début d'après-midi, donc loin de l'heure du coucher, et des siestes de courte durée, autour de 10 minutes de sommeil. Alors, j'ai vu qu'il faut aussi, selon votre étude, éviter le sport le soir, éviter de boire de l'alcool, de fumer. Bon, c'est pas toujours rigolo. Une vie comme ça, faut se lever à 8 heures tous les jours, faut pas dormir, faut pas manger, faut pas... Ah, c'est un peu de rigueur, et la rigueur est d'autant plus nécessaire qu'on a des troubles du sommeil. Ça, c'est sûr. Mais l'alcool est un très mauvais ami. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que, surtout dans les zones urbaines, beaucoup de personnes vont prendre de l'alcool pour s'aider à s'endormir. Et ça marche. Oui. Mais en revanche, l'alcool a un effet très nuisible et délétère sur la qualité du sommeil en deuxième partie de nuit, car il procure des réveils, parfois pas très longs, parfois plus longs, mais très, très nombreux. C'est pas bon de se réveiller la nuit? Non, c'est pas bon. Parce et dormir longtemps, est-ce que quand on dort longtemps, on a fait ce qu'on appelle une nuit réparatrice nécessairement? Est-ce que ça nous permet de récupérer, ou le fait de dormir longtemps, c'est pas forcément faire une bonne nuit? C'est pas forcément faire une bonne nuit. Il faut dormir le temps dont on a besoin. Alors quelquefois on dort plus quand on a été privé de sommeil antérieurement. 20% des étudiants sont confrontés, paraît-il, à des troubles de sommeil. Oui. C'est dû à quoi? C'est parce que réfléchir trop, avoir une actualité et une activité intellectuelle, ça c'est néfaste? Non, c'est pas néfaste. C'est néfaste, elle est trop importante en fin de soirée. Ce qui perturbe beaucoup le sommeil des étudiants, c'est le stress des examens. Le travail trop tard le soir. Le travail trop tard le soir, l'anxiété de la réussite ou de l'avenir, et puis aussi beaucoup tout ce qui a été appelé dans ce rapport auquel vous faites allusion, tout ce que sont les objets électroniques multiples et variés. Pas de télé, pas de choses comme ça dans la chambre, mais télé, mais enfin il y en a. Les réveils, etc. Voilà. Et ça, on sait que... Donc, je vais résumer. Il ne faut pas de télé, pas de réveil, il faut dîner léger à base de glucides lents, et puis il faut dormir dans une chambre à 18 degrés et obscure. La chambre à 18 degrés, c'est relativement important parce qu'il y a le rythme de notre température interne a un rapport très fort avec le rythme du sommeil. Et donc, si vous couchez dans des atmosphères trop fortes ou trop froides, ce n'est pas bon pour le sommeil. Et l'obscurité? L'obscurité, oui, parce qu'on sécrète physiologiquement une hormone qui régularise nos rythmes et nous aide à dormir, qui est la mélatonine, que tout le monde connaît, puisqu'il va y avoir des médicaments qui vont sortir à base de mélatonine. Et cette mélatonine n'est produite bien qu'à l'obscurité. D'accord, il faut tout fermer. Je voulais vous poser une dernière question. La somnolence, j'ai vu que c'était la première cause d'accident sur les autoroutes. Or, avant l'alcool, donc, et avant la vitesse. Or, c'est vrai qu'on ne voit pas de campagne. Dieu sait si on en voit sur l'alcool et la vitesse, mais sur la somnolence, on n'en voit pas énormément. Il y a eu quelques campagnes de la prévention routière. Il ne faudrait pas s'y remettre sur la... Sur la somnolence, eh bien écoutez, faites passer ce message, on est d'accord pour y participer. C'est important parce qu'on sait qu'on a une difficulté à rester éveillé, et tous les gens qui travaillent la nuit le savent très bien, vers 3-4 heures du matin. Et c'est à ce moment-là que se fait le pic majeur des accidents. Et d'autre part, la monotonie des autoroutes est responsable de 30% des accidents de la route. Pourquoi ce facteur est plus difficile à mettre en évidence? C'est qu'on n'a pas de dosage de la somnolence. Oui. Il est facile de savoir si quelqu'un a trop consommé d'alcool ou a pris des drogues illicites. Ou va trop vite. Ou va trop vite. Mais il n'y a pas de contrôle de la somnolence. Voilà, on n'a pas de contrôle objectif. Absolument. On dit juste, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'annonces. En revanche, arrêtez-vous régulièrement toutes les 2 heures pour récupérer un petit peu. Tout à fait. Merci beaucoup. En tout cas, je vais vous laisser aller vous coucher parce que c'est l'heure. Oh oui, non, il y a le temps quand même. pour récupérer. Ne transformez pas les conseils de bon sommeil en conseils de nonne ou de... Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Marie-Laetitia Bourriez nous revient pour l'une des journaux de demain. Les dernières informations de cette soirée, les premières unes et manchettes de vos quotidiens et journaux de demain. Marie-Laetitia Bourriez.
Voilà, et on commence par les prévisions pour la grande journée de mobilisation interprofessionnelle de demain. La grève a commencé ce soir à 20h. Vous pourrez compter sur 60% des TGV, 45% des TER, 40% des Transiliens. À la RATP, trafic normal pour les bus et métros. 16 mesures policières et douanières et judiciaires. C'est ce qu'a annoncé le chef de l'État en visite ce soir au commissariat de Glany, dans Seine-Saint-Denis. Tout jeune appartenant à une bande rivale s'expose par exemple à une peine de 3 ans d'emprisonnement. Et puis la polémique sur les propos du pape en France, il a déclenché l'indignation. Benoît XVI a déclaré qu'on ne réglerait pas le problème du sida en distribuant des préservatifs. La une de Libération que vous avez entreaperçue il y a quelques secondes. Plus de 200 cortèges sont prévus aujourd'hui dans tout le pays. Manif anti-Sarkozy, ça marche. Voilà pour la une de Libération. Sociale, la parole est à la rue. C'est la une de La Voix du Nord. Face à la fermeté du gouvernement et aux attaques du MEDEF, les syndicats haussent le ton. Et puis Ouest France, social, un nouveau test avec le commentaire de Paul Burel, géré dans la durée. Voilà pour Ouest France. Et puis le sida, pourquoi le pape choque la tribune, une nouvelle journée d'action contre la crise. Big Bang réglementaire à la City, voilà pour la une de la tribune. Les Échos, les syndicats promettent une guerre d'usure à Nicolas Sarkozy. Forte mobilisation prévue aujourd'hui. Le gouvernement et le patronat sous pression. Et puis renfort massif de la Fed pour soutenir le crédit. Plan d'achat de 300 milliards de dollars de bons au Trésor. Voilà Pierre pour ces une des journaux de demain. Merci Marie-Laetitia. C'est la fin de Bouge la France. Dans quelques instants, vous allez suivre les meilleurs moments des débats aujourd'hui dans l'hémicycle. Les sénateurs parlaient de la conclusion de la mission Belot sur la réorganisation territoriale. Et l'élément phare aujourd'hui de cette discussion, c'était le nouveau statut des grandes métropoles. Philippe de Sonny réalisait cette émission. Pierre-Henri Jorgagne était en régie. Et il ne dort pas, je vous le confirme. Cécile Sixou et Lucien Midot ont préparé tous ces débats. Vous allez retrouver Jeu de dames maintenant avec pour invité Valérie Létard, le secrétaire d'État chargé de la solidarité, le chanteur Alain Chamfort. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous demain à 22h. Au revoir.